Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 4 novembre 2025 et notre ami le colonel Larry Wilkerson est de retour parmi nous. Bon retour, Larry. Ravi d'être avec toi, Nima. Laissez-moi commencer. Tu es plus malin, toi. Fait-il encore froid là-bas? Il fait froid? Oui, il fait un peu frisquet. Pas aussi froid que c'était. Larry, permettez-moi de commencer par Dick Cheney. Vous le connaissez? Vous avez travaillé dans l'administration dont il faisait partie en tant que responsable de la politique étrangère, à mon avis, à cette époque. Il est décédé à l'âge de 84 ans. En ce qui le concerne, beaucoup le reconnaissent. Beaucoup le considèrent comme le principal architecte de la guerre en Irak. Quelle est votre opinion sur Dick Cheney? Sur ses réalisations et sur le type d'influence qu'il a exercé sur ces guerres sans fin, sur cette politique de guerre interminable avec laquelle les États-Unis ont encore du mal? Il ne semble pas savoir comment se débarrasser de cet état d'esprit. Mais Dick Cheney, assurément, fut l'un des principaux défenseurs de ce type de politique. Il y a en fait 3 Dick Cheney dans mon esprit. Tout d'abord, il y a le Dick Cheney qui était chef de cabinet de Jerry Ford à l'âge de 34 ans, si je me souviens bien. Un très jeune homme, probablement l'un des plus jeunes chefs de cabinet de l'histoire de cette fonction. Ensuite, il y a eu le député. Et comme me l'a dit un membre du Congrès qui a siégé avec lui pendant plusieurs années, c'était un député qui n'a jamais rencontré un programme de défense qu'il n'aimait pas. Il a tout approuvé. Il n'y avait jamais assez d'argent pour la défense, selon Dick Cheney. Voilà donc Dick Cheney, le député. Un membre du Congrès très efficace. Si vous partagez sa philosophie selon laquelle il fallait soutenir au maximum le complexe militaro-industriel. Et puis, il y eut un second Dick Cheney, qui émergea de ce poste de chef de cabinet parce qu'il rencontra Donald Rumsfeld d'une manière déterminante. Je veux dire, ils se connaissaient déjà auparavant, mais Rumsfeld était, comme me l'a dit un membre du Congrès, qui les connaissait tous deux à l'époque, le plus grand menteur de la planète, mais très doué pour mentir. Je déjeunais avec ce type, venant tout juste de rejoindre Powell comme chef de cabinet au département d'État, et je lui ai dit, « Vous plaisantez, j'espère. » Que cherchez-vous à me dire? Le déjeuner dura environ 1h30, pendant que cet homme me disait « Tout fonctionne toujours avec une légèreté constante, mais de manière très habile. » La dernière chose qu'il m'a dite avant que nous nous levions de table, et je lui soutirai autant d'informations que possible, car je ne connaissais ni l'un ni l'autre de ces hommes. Si ce n'est que Dick Cheney avait été le supérieur de Powell en tant que secrétaire à la Défense, lorsque Powell était chef d'état-major interarmé, fut que Cheney avait été un bon secrétaire à la Défense, l'un des meilleurs dans la courte histoire de cette fonction. Alors que nous nous levions, il ajouta « Méfiez-vous, vous ne saurez ni quand ni où, mais les mensonges vous atteindront aussi. » Alors, j'ai noté ça dans mon petit carnet mental et je me suis dit, d'accord, nous avons affaire à Rumsfeld, qui est un menteur typique, et à Cheney, le vice-président, sur qui j'avais fait quelques recherches au moins, et je savais qu'il s'était choisi lui-même comme vice-président avec ce qu'on pourrait appeler un Texan un peu rustre. Même si son père était ce qu'il était, George W. Bush, ce type n'était crédité que d'avoir été gouverneur du Texas, ce qui est un poste assez insignifiant quand on y pense, car le gouverneur n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir au Texas, à moins d'être un homme comme Abbott, le gouverneur actuel, qui s'empare d'un pouvoir qui ne lui appartient pas, sans que personne ne l'en empêche. Il y a donc un troisième volet dans la formation du DIC, et c'est ce que les médecins m'ont expliqué, en particulier les cardiologues,
qui intervenait de temps à autre pour expliquer ce que les statines font à quelqu'un qui en prend régulièrement. Elles vous rendent paranoïaque. Elles provoquent toutes sortes d'effets. Tout cela pour dire que Dick Cheney a été au moins 3 personnes différentes à divers moments de sa carrière. Mais toutes ces versions de lui-même étaient centrées sur ce que beaucoup appelleraient la philosophie néoconservatrice. Pour Dick Cheney, cependant, je ne pense pas que le terme néoconservateur soit suffisant. Je pense que Dick Cheney a été, tout au long de cette période, ce que j'appellerais un nationaliste suprême. L'Amérique d'abord, ensuite et encore. Tout ce qu'il faisait et qu'il considérait comme bénéfique pour l'Amérique, dans le domaine de la sécurité nationale ou de la politique étrangère, était positif. Et tout ce que quelqu'un faisait qu'il jugeait contraire aux intérêts de l'Amérique était mauvais. De plus en plus, alors que Powell était secrétaire d'État, Cheney pensait que Powell était néfaste pour l'Amérique. C'est donc une manière de dire que leur relation a été très tumultueuse. Une relation qui en réalité ne fonctionnait guère en matière de prise de décision en sécurité nationale, ni avec la fluidité, ni avec la compétence qui aurait dû exister durant ces 4 premières années. Je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais lorsque j'ai quitté le département d'État en 2005, j'ai reçu un appel de Shirley Ann Warshaw, professeure de sciences politiques, et plus tard directrice de l'Institut Eisenhower au Gettysburg College. Je crois qu'elle vient tout juste de prendre sa retraite, après une longue carrière de plus de 30 ans à Gettysburg. C'était une politologue qui savait vraiment de quoi elle parlait, et qui a publié plusieurs ouvrages, dont un sur lequel elle travaillait lorsqu'elle m'a invité à venir y donner une conférence. Le livre s'intitulait « La coprésidence de Bush et Cheney ». Lorsque je me suis adressé à ses étudiants et que j'ai discuté avec elle dans son bureau, nous avons parlé de ce livre, du manuscrit. Et je vais vous dire, certaines des choses que j'ignorais complètement et qu'elle a découvertes m'ont vraiment choqué. Je n'étais pas surpris, dans le sens où c'était Dick Cheney qui en était responsable, mais je n'avais aucune idée qu'il avait fait certaines des choses qu'elle a relatées dans ce livre. L'un des éléments les plus importants qu'elle a documentés, c'est qu'il avait laissé, si je me souviens bien, plus de 1800 personnes au sein du gouvernement, qu'il s'était assuré, à la dernière minute, de faire passer du statut de personne dite de l'annexe C, c'est-à-dire des nommés politiques comme moi, qui doivent partir quand le président part, à celui de fonctionnaire, d'un type ou d'un autre. Et ce qu'il a fait par là, c'est qu'il a laissé dans les pêcheries, les mines, la foresterie et dans toutes sortes de domaines qui l'intéressaient, notamment parce qu'il venait du Wyoming, des personnes imprégnées de sa philosophie. Il les a laissés dans la fonction publique, ce qui rendait leur licenciement très difficile. Il a essentiellement implanté ces personnes, plus de 1800 d'entre elles, dans l'administration du président entrant, afin de maintenir les politiques qu'il avait mises en place dans ces différents secteurs du gouvernement. Maintenant, chaque président fait cela de temps en temps, mais pas à l'échelle où Cheney l'a fait. Et je serais très préoccupé par ce que Trump pourrait faire à cet égard aussi, car Cheney a appris au président suivant comment procéder. Tout cela pour dire qu'il a probablement été, comme beaucoup l'ont soutenu, le vice-président le plus puissant. Et comme Shirley M. Warshaw, je dirais qu'il a été le président le plus puissant de 2001 à 2005, le premier mandat de George W. Bush, que nous ayons vu depuis longtemps, en particulier en ce qui concerne les affaires de sécurité nationale qu'il dirigeait. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il les dirigeait. Et Colin Powell s'est heurté à lui à maintes reprises. Et en gros, parce qu'il avait des alliés, le plus redoutable étant Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense,
disposant à l'époque d'environ 400 milliards de dollars contre 25 ou 30 milliards pour le département d'État, et qu'il avait un allié en la personne de George W. Bush. Cela s'est illustré par un épisode où Powell est revenu un jour en me disant « Tu sais, j'ai vraiment un problème. Quel est-il, patron? Mon problème, c'est que Cheney sait comment amener le président à dégainer son revolver et à commencer à tirer. Et moi, je ne sais pas comment lui faire remettre son arme dans son étui. » Et cela résumait assez bien ce qui s'est passé pendant ces 4 années. Larry, beaucoup de gens affirment que les principaux objectifs de la guerre en Irak étaient, eh bien, tu as mentionné Dick Cheney comme l'une des figures clés. Tu sais, il était entièrement dévoué aux États-Unis. Mais selon toi, quel était l'objectif principal dans son esprit? Parce que certains disent que l'un des objectifs principaux était le pétrole. Saddam Hussein n'était pas exactement favorable à Israël. Il était considéré comme l'un des pires ennemis d'Israël. Et l'argument avancé, c'est que c'était une guerre pour Israël, pas vraiment pour le bénéfice des États-Unis, au final. Comment cela s'est-il déroulé? Tu dois te rappeler ce que je ne cesse de répéter. Israël est notre bête. Nous ne sommes pas la bête d'Israël. Nous sommes tous deux des bêtes. Il n'y a aucun doute là-dessus de nos jours. L'Empire est la plus grande bête du monde, mais c'est eux qui travaillent pour nous, pas l'inverse. Ce que Cheney faisait, c'était maintenir la bête en vie, la petite bête du Moyen-Orient. Il veillait à ce que le pétrole continue de couler vers Israël à des prix réduits. Et il écoutait ce que Bibi Netanyahou, déjà à l'époque, et Ariel Sharon en particulier, lui disaient, que l'ennemi numéro 1 d'Israël s'effondrerait comme un agneau si nous entrions en guerre. Et c'est exactement ce que Bibi Netanyahou a dit, et c'est ce que Cheney voulait faire. Il voulait le faire parce qu'il voulait sécuriser cette tête de pont dans le Levant que représente Israël pour l'Empire. Il n'avait aucun désir de la sécuriser pour Bibi Netanyahou ou Ariel Sharon. Ils étaient accessoires aux intérêts des États-Unis qui se manifestaient dans cette région, en particulier en ce qui concerne le pétrole. Cheney, lorsqu'il était chez Halliburton, montrons à quel point il était réaliste à bien des égards, un réaliste accompli, vraiment, faisait paraître John Mearsheimer peu réaliste en comparaison. Quand il était chez Halliburton, il voulait reprendre l'achat de pétrole à l'Iran. Il voulait reprendre l'achat de gaz à l'Iran. Il voulait travailler avec l'Iran. Il voulait que Halliburton soit présent en Iran. Il était tout à fait clair à ce sujet. Pour lui, tout cela relevait des affaires. Mais plus important encore, c'était des affaires qu'il considérait comme étant dans l'intérêt de l'Amérique. Et il était prêt à le faire. Il était également coupable d'avoir causé de réels dommages au département de la Défense lorsqu'il en était le secrétaire. Sinon, je pensais que c'était un assez bon secrétaire. Mais lorsqu'il était secrétaire à la Défense, il a fait appel à Halliburton, qu'il ne connaissait même pas vraiment à l'époque, je crois. Enfin, il savait qui ils étaient et tout ça, mais quand même. Il a fait appel à Halliburton et à quelques autres organisations pour mener des recherches sur la possibilité de confier à des civils un grand nombre de postes du Pentagone occupés par des militaires. Et bien sûr, Halliburton est revenu avec un rapport disant « Oh, c'est une idée merveilleuse, faisons cela. » Et bien sûr, ils l'ont fait. Puis il est parti et est devenu PDG de Halliburton. Eh bien, vous savez, un petit peu de donnant-donnant là, peut-être un peu de donnant-donnant. Il a probablement gagné beaucoup d'argent de cette façon. Mais cela a également causé de réels dommages à l'armée, car cela a retiré une grande partie de sa force et de sa substance pour les transférer dans le monde civil. Et nous en subissons encore les conséquences. Nous en subissons encore les conséquences.
nous n'avons pas encore connu une véritable guerre. Le jour où nous en connaîtrons une, beaucoup de ces civils vont tourner les talons et fuir, et je ne leur en voudrais pas le moins du monde. Parce qu'ils se retrouveront sur le champ de bataille. Ils se retrouveront sur un champ de bataille comme celui de l'Ukraine. Réfléchissez-y un instant. Ces civils ne vont pas rester bien longtemps. Vous allez donc devoir rappeler des militaires en uniforme, les former, les instruire, et ainsi de suite, puis les renvoyer sur le champ de bataille pour accomplir les fonctions qui ne sont plus assurées. Nous avons donc, dans une certaine mesure, Yafrabrabroth essence KF. Je pense, Larry, que beaucoup de gens se demanderaient comment les États-Unis vont-ils tirer profit de ce qui se passe avec Israël au Moyen-Orient, si Israël est un instrument des États-Unis au Moyen-Orient, en Asie occidentale. C'est une bonne question. Et ce qui va se passer, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, c'est qu'Israël va disparaître. Alors, nous n'aurons plus ce qu'on appelait le porte-avions insubmersible. C'est le terme que nous utilisions dans l'armée pour désigner l'extrémité orientale de la Méditerranée. Il n'y aura plus personne là-bas qui nous apprécie. Voilà ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend, aussi sûr que je suis assis ici à vous parler. Et ce que les États-Unis vont faire face à cela dépendra probablement d'un président très changeant, inexplicable, incohérent et imprévisible, qui a déclaré être entièrement pour l'America First et pour le retour au pays, à bien des égards, en se retirant de tous ses engagements à l'étranger. Eh bien, le premier dont je me retirerais si j'étais partisan de cette politique, et je le suis, dans une certaine mesure, ce serait celui-là. Je sortirais complètement du Moyen-Orient. Nous n'avons plus besoin de ce pétrole. Et d'ailleurs, j'ai toujours soutenu que le pétrole continuerait de circuler tant qu'il y aura des acheteurs dans le monde. Il circulera de toute façon. Il n'est pas nécessaire que nous soyons là-bas. Il n'est certainement pas nécessaire que nous soyons alliés à tous ces potentats qui sont tout sauf des démocrates libéraux, de l'Égypte à l'Arabie Saoudite, en passant par les Émirats Arabes Unis, qui sont en train de semer le chaos en ce moment. Un chaos terrible. Vous savez, un petit chaos comparé à celui d'Israël à Gaza, mais tout de même un chaos au Soudan. Nous devons sortir de là. Eh bien, Donald Trump est peut-être celui qui pourrait justement nous en faire sortir. Donc, ce pourrait être une heureuse coïncidence. Israël s'effondre. Et nous partons, parce que nous n'avons plus Bremer, ce qui signifie Nima, que nous les laisserons tomber. Oui. Larry a rapporté aujourd'hui que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rencontrera des hauts responsables de la sécurité pour procéder à une évaluation opérationnelle concernant l'Iran et le Hezbollah. Que cherche-t-il à faire? Quel type d'opération envisage-t-il? Eh bien, je dois imaginer ce qu'il doit envisager en ce moment s'il reçoit des rapports de renseignement dignes de ce nom, de notre part, de la part de ses propres services, du Mossad. Tu sais, nous avons presque un commandement unifié au sein d'un commandement unifié. Nous avons des généraux et d'autres membres du personnel directement sur place en Israël maintenant. Il reçoit des rapports qui lui disent que son objectif ultime est impossible à atteindre. C'est le genre de rapport qu'il reçoit en ce moment. On lui dit cela pour plusieurs raisons, dont la moindre n'est pas que la Russie est sérieuse dans son soutien à l'Iran. Mais il y a d'autres facteurs aussi. Tu les connais, je n'ai pas besoin de te les énumérer. L'Iran détruirait Israël s'il retournait en guerre contre lui. Le détruirait. Détruisez-le complètement. Il ne sait pas quoi faire. Alors il consulte. Il parle à tous ceux qu'il peut. Il parle surtout aux Américains sur place. Parce qu'il veut savoir, s'il ne peut pas le faire, est-ce que nous le ferons? Et ce n'est pas une situation du type « Israël agit d'abord et nous suivons ». C'est plutôt
Je suis déjà très engagé et je vais l'être encore plus parce que je vais prendre le Liban. Je vais prendre le Liban. Vous entendez cela, habitants de Beyrouth? Il n'y a pas seulement pas de cessez-le-feu. Je n'ai pas respecté le jour du cessez-le-feu depuis qu'il a commencé avec le Liban. Mais je vais prendre une partie importante de votre pays et je vais faire en sorte que vous ne puissiez même pas vivre ailleurs que comme mendiants dans le reste. Alors, États-Unis, préparez-vous à cela. Vous allez devoir vous occuper de mon autre problème en Iran et vous devrez le faire à peu près en même temps que je m'occupe du Liban. C'est le plan de Bibi en ce moment. Voilà à quoi il pense. Amener les États-Unis à éliminer pour lui ce régime odieux de Téhéran pendant qu'il s'occupe d'un régime tout aussi odieux, le Hezbollah, au Liban. Et les deux vont de pair, comme vous le savez bien, car l'Iran a déclaré que le Hezbollah ne serait pas éradiqué par Israël. Et Israël a affirmé qu'il allait éradiquer le Hezbollah. Et le gouvernement libanais se retrouve pris entre deux feux, dans l'état où il est. Je pense que la majorité du peuple libanais à ce stade est probablement au moins provisoirement du côté du Hezbollah, s'il y a un camp à choisir pour ces populations accablées, violées et pillées par pratiquement tout le monde dans la région. Voilà où nous en sommes. Bibi essaie de convaincre Trump de faire le sale boulot à sa place en ce qui concerne l'Iran, pendant qu'il s'occupe du reste de son problème, à savoir le Hezbollah. Et nous n'avons même pas encore commencé à parler de cette organisation massivement stupide que nous sommes en train de mettre en place. Si nous la mettons réellement en place, s'il est sérieux à ce sujet, si Trump est sérieux à ce sujet, qui me semble être une bénédiction pour le désir de Netanyahou d'éliminer complètement le Hamas dans la bande de Gaza et partout ailleurs, d'où il pourrait le harceler, en créant une force internationale qui ira là-bas et fera le travail à sa place. Et c'est vraiment ce à quoi nous faisons face. Et nous voyons, c'est la cerise sur le gâteau, un gâteau horrible. Nous attendons que l'ONU l'approuve. Nous attendons que le Conseil de sécurité de l'ONU l'approuve. Et ces naïfs fils de... Vous voyez ce que je veux dire? Je n'arrive pas à croire qu'ils soient aussi naïfs. Ils sauront ce qu'ils font, mais ils le feront probablement quand même. Et en même temps, il y a cette proposition unie pour la paix, qui a beaucoup plus de sens, car il ne s'agit pas d'un groupe de puissance coloniale descendant sur Gaza pour sauver Gaza. Ce sont de vraies personnes intéressées par le sort des Palestiniens, et en fin de compte, par un véritable État palestinien. Amener l'Assemblée générale de l'ONU à faire quelque chose de totalement opposé à ce que le Conseil de sécurité de l'ONU s'apprête à approuver. On m'a dit ce matin que nous venions de présenter les documents au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une recette pour que le Conseil de sécurité de l'ONU devienne le criminel à la place de Netanyahou, pendant que Netanyahou en finit avec le Liban. Et tous les autres qu'il veut éliminer. Et ensuite, nous en aurons fini avec l'Iran. C'est ce qui tourbillonne dans la tête de Bibi en ce moment. Et je suis triste de le dire. Je pense que certaines personnes sont d'accord avec lui. Elles sont sur le terrain en Israël. Je ne pense pas qu'elles soient forcément à Washington. Nous verrons donc comment tout cela va évoluer. Mais si nous allons de l'avant avec cette résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, nous aurons scellé le sort des Gazaouis et, en fin de compte, des Palestiniens pour un certain temps, simplement en les soumettant à un autre type de mécanisme de torture. Et nous aurons donné à Bibi la liberté d'en finir avec le Liban, et il pense avec le Hezbollah. Et Trump sera confronté à l'autre face de l'accord. Il faudra le faire de la mauvaise manière. Voici ce qu'a rapporté la chaîne israélienne 15. Elle affirme que l'impact des attaques de Tsahal contre le Hezbollah s'estompe et que le groupe retrouve rapidement sa force.
Selon le rapport de cette chaîne, les officiers du renseignement israélien estiment, et ont même averti, que le renforcement du Hezbollah s'accélère plus vite que la capacité de l'armée à y faire face. Leur évaluation montre que le Hezbollah n'est plus la même organisation qu'après l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah et de ses commandants. Ils se développent, ils deviennent plus puissants au fil du temps. Je ne sais pas quelle serait leur évaluation aujourd'hui s'ils allaient sur le terrain, car juste après l'assassinat, souvenez-vous, juste après, ils sont entrés et n'ont pas pu progresser dans le sud du Liban. Alors, ils ont demandé un cessez-le-feu. Eh bien, on me dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles Netanyahou estime qu'il doit y aller, avant qu'il n'obtienne davantage d'aide, d'assistance, de soutien ou une meilleure position, qu'il doit y aller. Et il a clairement indiqué depuis le début que le Hezbollah est l'une des entités, sinon l'entité principale, qui menace Israël dans la région et qu'il veut détruire. Et il ne l'a pas encore fait. Il partage également la même inclination envers le Liban que tous les dirigeants israéliens depuis 1948. Chaque fois que Beyrouth semble avoir ne serait-ce qu'une lueur de chance de retrouver son ancien éclat, économique, financier ou autre, Israël cherche à la faire tomber, car il ne veut pas d'un concurrent économique ou financier dans cette région. Il ne veut pas que le Liban possède du gaz et du pétrole qu'Israël pourrait posséder. Ils aiment qu'ils aient une économie florissante et concurrente de celle d'Israël. Ainsi, périodiquement, Israël, en tout cas, devait bombarder le Liban, et pas seulement le Hezbollah ou d'autres groupes qu'il n'aimait pas. Il a bombardé les infrastructures du Liban et les a fait reculer de 10, 11, 12 ans à chaque fois qu'il le faisait. Il l'a fait 7 fois encore, dans une mesure qui est probablement acceptable au regard des attentes d'Israël quant à la capacité du Liban à se redresser économiquement. Mais il ne l'a pas fait en ce qui concerne la structure politique, dont le Hezbollah est désormais une composante très puissante. Et l'autre partie de la structure politique est incapable de gouverner le Liban. Je pense que nous avons enfin compris cela. Alors on laisse Bibi aller de l'avant et essayer d'en finir avec le Hezbollah avant que le Hezbollah ne devienne encore plus fort. Je ne dis pas qu'il va réussir. Je veux dire, nous pouvons aussi revenir à 2006 et en parler. Il n'avait pas réussi à l'époque. Il s'était pris une raclée et il pourrait bien en reprendre une. Ensuite, les États-Unis seront confrontés à un dilemme. Si nous voulons garder ce chien d'attaque au Levant, nous serons obligés d'aller le tirer d'affaire au Liban, ce ne serait pas la première fois, et de le tirer d'affaire aussi vis-à-vis de l'Iran. Alors, je pense que même ce président, aussi imprévisible soit-il, dira « ça suffit » et mettra réellement en œuvre la stratégie de l'Amérique d'abord. Et nous mettrons fin à notre chien d'attaque au Levant. Regardez les pleurs et les grincements de dents parmi les chrétiens et les juifs sionistes américains quand Trump abandonnera Israël. Larry, je suis vraiment convaincu que si Netanyahou parvient enfin à convaincre Donald Trump d'accepter un plan pour une guerre directe avec l'Iran, ce sera la fin de toute forme de compétition entre les États-Unis et la Chine. Tu peux oublier tout le reste, car cette guerre va tout changer. Oui, mais Nima, il faut que tu comprennes, je pense, et il m'a fallu 6 mois pour saisir cela, que le même type de renseignements transmis à Donald Trump, J.D. Vance, Pete Hegseth, Marco Rubio et d'autres au sein du complexe sécuritaire de l'Empire américain à propos de l'Ukraine, leur est également communiqué au sujet de la Chine et de la Russie en général. Je sais que c'est difficile à croire, mais il y a, dans notre communauté du renseignement, dans notre armée, autour de Trump, des milliardaires en coulisses, des gens qui croient que la Chine et la Russie ne sont que des tigres de papier. Trump n'utilisait pas simplement cette expression à la légère,
en fonction de ce qu'il entendait. On lui dit les mêmes choses sur leur capacité à s'opposer à l'Empire que celles qu'on lui dit, de manière cruciale, sur la Russie et l'Ukraine. Pourtant, certains d'entre eux le lui disent. Maintenant, je pense qu'il a en quelque sorte compris qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette analyse sur l'Ukraine. Je ne sais pas à quoi il l'attribue, j'en ai aucune idée, mais il doit bien se dire que quelque chose ne va pas, car j'entends dire qu'il reçoit des informations vraiment solides de la part de quelques personnes au sein de l'administration qui lui disent que c'est fini. C'est terminé. Tu sais, ils attendent juste que la grosse dame chante en Ukraine. Mais il reçoit le même genre d'informations à propos de la Chine et de la Russie en général, sur le fait que la Russie est en difficulté en Ukraine. Et c'est vrai, dans une certaine mesure, et cela le restera probablement encore un petit moment. Il leur est très difficile d'agir ailleurs. C'est ce qu'on lui dit. C'est la raison pour laquelle nous continuons à mener ces opérations de la CIA en Géorgie, dans le Caucase et ailleurs. Et c'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'il ne croit pas que la situation, l'équilibre des forces, si l'on veut, au Levant soit aussi mauvaise que nous venions de la décrire, toi et moi. J'ai écouté ton entretien avec l'Iranien. Je pense qu'il a raison. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certains points, mais je pense qu'il a raison en ce qui concerne le rapport de force. Il est très défavorable à Israël et probablement, à terme, défavorable à nous aussi. Mais tu sais, j'ai toujours pensé qu'il nous était défavorable, car il est tout simplement impensable d'imaginer que nous allions lancer une opération terrestre en Iran. Et c'est la seule façon dont nous pourrions avoir un tant soit peu confiance dans l'élimination de leur programme nucléaire et dans la réalisation des choses que nous disons vouloir faire. Nous en sommes donc à un point où, comme je le dis depuis le début, l'Empire est en difficulté, en très grande difficulté. Et cela sur plusieurs fronts. Ce ne sont pas seulement ceux dont nous parlons en ce moment, qui incluent bien sûr l'Ukraine, Gaza, l'Iran, le Liban et à terme le Soudan et l'Afrique en général, d'où nous nous retirons essentiellement. J'aimerais que nous mettions fin à ce commandement africain et que nous le retirions complètement du répertoire des commandements unifiés. Nous devons le faire. Nous n'aurions jamais dû le créer en premier lieu. Et maintenant l'Amérique du Sud. Vous savez, Trump ne cesse d'hésiter. Je ne vais pas envahir. Je ne vais pas envahir le Venezuela. J'ai juste ces forces là-bas pour, vous savez, effrayer Maduro. D'accord. Je ne vais pas envahir, cependant. Eh bien, merci, Monsieur le Président, car si vous aviez envahi, vous l'auriez regretté. Mais en ce moment, nous partons dans tous les sens. Nous avons un président qui ne comprend pas que sa rhétorique, son attitude hésitante sur certaines questions et ses revirements quasi quotidiens ne troublent pas seulement le reste du monde, au point que certains ne veulent même plus traiter avec nous, mais que c'est aussi très dangereux pour nous. Il sous-estime les ennemis que nous avons dans le monde, les véritables ennemis que nous avons, parce que nous en avons fait de vrais ennemis. Ce n'est pas qu'ils étaient nos ennemis il y a 5 ans, mais ils le sont devenus. Nous en avons fait nos ennemis, et je parle principalement de la Chine et de la Russie, et dans une certaine mesure de l'Iran aussi. C'est sans importance. Je suis désolé, mais comme je l'ai dit, Raver Stray, continue. Listé et dans... Nous avons des personnes importantes et responsables au sein de l'administration Trump qui tirent la sonnette d'alarme, qui parlent de ces sujets. L'une d'entre elles est Tulsi Gabbard, Larry. Je ne sais pas, mais on dirait que personne ne se soucie de ce qu'elle dit. Rien sur le plan intérieur, ni en matière de politique étrangère. Voici ce qu'elle a déclaré, Larry. La politique étrangère s'est retrouvée piégée dans un cycle contre-productif et sans fin de changement de régime ou de construction nationale.
C'était une approche uniforme. Renverser des régimes, tenter d'imposer notre système de gouvernance à d'autres, intervenir dans des conflits à peine compris et repartir avec plus d'ennemis que d'alliés. Les résultats? Des milliers de milliards dépensés, d'innombrables vies perdues et, dans de nombreux cas, la création de menaces sécuritaires encore plus grandes, la montée de groupes terroristes islamistes comme Daesh. Elle a raison. Elle a tout à fait raison. Je veux dire, mais Nima, Donald Trump disait cela. Tu te souviens? Donald Trump qualifiait la guerre en Irak de chose la plus stupide qui soit jamais arrivée. Qu'est-il arrivé à Donald Trump? L'une des raisons, je dois supposer, pour lesquelles il a permis à Tulsi de devenir sa directrice du renseignement national, c'est qu'elle était d'accord avec lui sur un certain nombre de points qui étaient peut-être contre-intuitifs, mais qui n'en restaient pas moins des sujets sur lesquels il s'était exprimé, y compris le principe de l'Amérique d'abord, en général. En quoi est-ce l'Amérique d'abord de soutenir la guerre par procuration en Ukraine contre la Russie? En quoi est-ce l'Amérique d'abord de soutenir la Russie dans sa tentative de renverser le gouvernement en Géorgie ou d'essayer de renverser le gouvernement géorgien pour atteindre la Russie sur un autre théâtre? En quoi est-ce l'Amérique d'abord de soutenir Israël, notre chien d'attaque au Levant, à un tel point, au point d'être aussi contaminé que, vous savez, le 20 novembre marquera l'anniversaire de Nuremberg. Nous ne devrions pas penser à La Haye. Nous devrions penser à Tel Aviv comme lieu d'un nouveau Nuremberg. Et nous devrions réfléchir aux personnes que nous allons traduire devant ce tribunal, et aux juges, comme le juge Jackson l'était, que nous enverrons là-bas pour présider ce tribunal. Mais Nima, il faudrait que nous nous y traduisions nous-mêmes. Nous ne pouvons pas simplement y amener Bibi Netanyahou, Smotrich, Ben Gvir et cette bande de, je ne trouve même pas les mots, répréhensibles. Ce ne sont même pas des êtres humains. Nous devrions aussi nous présenter devant le tribunal. Mais c'est là où nous en sommes. C'est là où nous en sommes dans ce monde. L'ordre fondé sur des règles a été détruit. Par qui a-t-il été détruit? Par son créateur lui-même, l'Empire américain. Nous avons arraché la tapisserie du droit international que nous avions patiemment tissée après Nuremberg, soi-disant, comme Eisenhower l'avait dit avec beaucoup d'éloquence, et nous l'avons détruite. Nous avons tué 100 millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus jamais ça, avions-nous dit. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le tissu même de l'ordre international que nous avons créé est en train de détruire ce que nous avons bâti, et nous sommes au sommet de cette destruction. Et Israël est notre chien d'attaque, infligeant la majeure partie des dégâts. Voilà où nous en sommes. Voici ce qu'Avishai Margalit, l'historien israélien, a dit à propos d'Israël. Sous la direction de Netanyahou, Israël a également commis le crime des crimes, le génocide. Le génocide n'est pas seulement un concept juridique, mais une question fondamentalement morale. C'est le déni du droit d'un groupe entier de personnes à exister. L'identité nationale d'Israël est inextricablement liée à la Shoah, mais Israël n'est plus la victime, s'il l'a jamais été. Alors que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs étaient les victimes sans défense de l'Allemagne nazie, aujourd'hui, ce sont les Palestiniens qui sont les victimes sans défense de l'État juif. Absolument, tu as raison. As-tu suivi l'histoire à propos de la responsable de l'appareil juridique de Tsahal, la femme? C'est incroyable. Elle a en fait divulgué la vidéo montrant la terrible torture des Palestiniens dans cette prison. Elle l'a fait pour protéger Tsahal, pas pour inciter les gens à poursuivre ceux qui, dans la prison, avaient commis les abus contre les prisonniers palestiniens.
Et ensuite, elle a erré en essayant de comprendre ce qu'elle allait faire du reste de sa vie. Apparemment, ils étaient inquiets qu'elle se suicide ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'ils étaient vraiment inquiets pour ça. Ils espéraient probablement qu'elle saute d'une falaise dans l'océan ou quelque chose du genre. Mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Ces gens sont infatigables dans leur méchanceté. Et je dois dire que si l'on regarde les sondages, d'accord, 80% des Juifs israéliens en Israël sont essentiellement d'accord avec ce qui arrive aux Palestiniens. Et certains d'entre eux iraient dans cette prison, comme d'autres l'ont fait, pour frapper sur les murs en défense des soldats qui torturaient les Palestiniens, et se comporteraient comme cette chef du bureau juridique de Tzahal se comportait. Elle n'agissait pas vraiment par conscience. Elle essayait de couvrir les arrières des personnes qui faisaient cela. C'est impardonnable. Je veux dire, peut-être qu'on pourrait remonter jusqu'à la SS, à l'insurrection du ghetto de Varsovie, à d'autres lieux, vraiment sombres et horribles, où la SS emmenait des gens pour commettre ces atrocités, et y trouver la même chose. Mais il faudrait remonter aussi loin. Peut-être qu'on pourrait aller au Soudan, et y trouver des choses similaires aussi. Mais je ne pense pas qu'on y verrait le même genre de choses que celles qu'on voit en ce moment, rendues possibles par l'Empire. On pourrait indirectement soutenir que nous avons peut-être eu quelque chose à voir avec les conditions au Soudan. Et je n'y verrai pas d'objection, tout comme nous avons eu un rôle à jouer dans les conditions au Kenya, en Somalie et dans d'autres pays d'Afrique. Mais la responsabilité directe, en ce qui concerne l'Empire, n'a jamais été aussi grande qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec notre chien d'attaque au Levant, Israël. Et ils sont impardonnables en ce moment. Ils devraient être traduits en justice. Ils devraient être poursuivis. Et si la pendaison existait encore, beaucoup d'entre eux, comme Smotrich et Ben Gvir, devraient être pendus haut et court, ou peu importe. Ils devraient être pendus jusqu'à ce que mort s'ensuive, car leurs crimes sont aussi odieux, voire pires, que ce que ce monsieur laissait entendre, aussi graves que ceux que les nazis ont commis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont devenus ce qui les a eux-mêmes opprimés. Ma compréhension d'Israël, c'est que, regardez par exemple New York, si nous supprimions tous les feux de circulation de la ville, que se passerait-il? Simplement enlever les feux de circulation, quelque chose qui ne semble pas si important. Mais c'est ce qui fait que tout fonctionne. Je pense que ce que Netanyahou a fait à Israël, c'est un peu la même chose. Il a supprimé toutes les lignes rouges. Et il a... À New York, ça marcherait probablement mieux, parce que les gens se réuniraient et discuteraient entre eux. Ils trouveraient sans doute un meilleur schéma de circulation que celui géré par les feux. Mais non, je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue. Je dis que nous, en tant qu'êtres humains, avons besoin de ce type de loi, de ce type de restrictions. Mais les Israéliens ont décidé qu'ils n'avaient plus de ligne rouge. Regardez ce dont je parlais. Je veux dire, c'est tout simplement consternant d'y penser. Je croyais avoir tout vu avec notre propre programme de torture. Un programme de torture approuvé par le président des États-Unis lors d'une réunion du Conseil de sécurité nationale. Mais ici, vous avez une prison où les pires atrocités de la planète se déroulent depuis, m'a-t-on dit, 16 ou 17 ans, peut-être plus. Et de temps en temps, on en apprend davantage. Mais cette fois, cela a réellement attiré l'attention de certaines personnes qui auraient dû mieux savoir. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a une menace contre ceux qui ont commis ces crimes contre les Palestiniens? Les gens se rassemblent au mur et se mettent à le frapper. Et ils frappent le mur non pas à cause des abus, mais parce que quelqu'un parle mal
de ceux qui commettent ces abus et menace de les tenir pour responsables. On ne pourrait pas écrire ça dans un scénario et s'attendre à ce que quelqu'un y croie. C'est écœurant, c'est méprisable. Je pensais que George Bush, avec ce qu'il a fait en matière de torture, et comme je vous l'ai déjà dit, vous vous souvenez peut-être que John Yoo a rédigé un avis juridique affirmant que la définition de la torture, c'est juste avant de mourir. C'est en gros ce qu'il disait. Si tu meurs, c'est de la torture. Si tu ne meurs pas, ce n'en est pas. D'ailleurs, cela a incité la CIA à s'assurer qu'un médecin soit présent pendant qu'il le faisait, pour vérifier que la personne ne meurt pas. Maintenant, imaginez ce que l'Association américaine des médecins a dit en apprenant cela. Il y avait des médecins qui ont réellement accepté ça? D'accord, laissez-moi le vérifier. Non, ce n'est pas encore de la torture. Oh, il est mort. Oh mon Dieu, c'était de la torture. C'était déjà assez horrible. Mais ici, c'est comme s'il disait, fais-le jusqu'à ce qu'il meure. Fais-le jusqu'à ce qu'il meure. Et peut-être que je te réprimanderai s'il meurt avant d'avouer ou de nous dire ce qu'on veut savoir. Je ne pense même pas qu'il y ait la moindre valeur en matière de renseignement dans ce qu'ils font dans ces prisons. Je crois qu'ils le font simplement pour le plaisir de le faire. Je pense que les colons en Cisjordanie le font pour le plaisir de le faire. Tuer des agneaux, tuer des enfants, tuer des bébés, tuer tout ce qui bouge, chasser les gens de leur... Qu'est-ce que j'ai vu l'autre jour? Ils cueillaient des olives. Et certains des manifestants opposés aux colons se sont joints aux Palestiniens pour les aider à cueillir les olives. Et alors les colons sont arrivés et ont commencé à tirer sur leurs propres gens. C'est incroyable. C'est tout simplement Act the Thing. It's incredible. It's just incredible. Whoever thought in the first part of the 21st... Qui aurait pensé qu'au début du XXIe siècle, nous verrions se reproduire des événements semblables à ceux du ghetto de Varsovie, par exemple, ou du massacre de Katyn et d'autres lieux, encore une fois, perpétrés par un État codifié, reconnu par l'ONU et soutenu par l'Empire. Qui aurait jamais imaginé que nous deux, ensemble, aurions pu tomber aussi bas, et qu'au moment où nous le faisions, un babouin incohérent serait à la tête de l'Empire? Je ne peux pas le dire plus franchement, car qu'il sache ce qui se passe et l'approuve, ou qu'il ne sache pas ce qui se passe, et qu'on ne puisse donc pas dire s'il l'approuve ou non, cela revient au même. Il a autour de lui des personnes comme Tulsi Gabbard, qui, s'il les écoutait, pourraient probablement lui expliquer ce qui se passe, du moins en partie. Mais il ne les écoute pas. Il écoute Laura Loomer. Il écoute d'autres personnes, comme Laura Loomer. Je ne sais pas si tu as vu ça, Larry. Ces nouvelles images qui viennent de sortir, je crois qu'elles viennent de Cisjordanie, montrant des soldats israéliens en train de harceler une petite fille palestinienne et de lui prendre son vélo. Laisse-moi lancer la vidéo. C'est juste le niveau de... Tu vois? Avant que tu n'en parles, laisse-moi dire que j'ai vu un certain nombre de choses de ce genre. Et tu sais ce que je vois aussi? Je vois un officier, supérieur au grade des individus qui harcèlent les Palestiniens, arriver sur les lieux. Et je pense que je vais assister à une réprimande pour les soldats, ou au moins à un ordre d'arrêt, un stop. Mais l'officier se joint à eux. L'officier participe au harcèlement. C'est cette force militaire, NIMA, que Bibi Netanyahou a qualifiée à maintes reprises de plus honorable au monde. C'est écœurant, les mensonges que cet homme raconte. Ils ne sont pas les plus honorables. C'est la force militaire la plus méprisable que j'ai jamais vue à l'œuvre. Et c'est pour cela qu'ils ont maintenant des taux de suicide hors normes, un stress post-traumatique hors normes, des absences hors normes. Il y a donc des gens décents, en d'autres termes, et cela les affecte. Here is the video, Larry. It's racist, Parry.
Je ne sais pas. La vidéo, il y a un problème avec la vidéo, mais après tout, on y voit qu'ils lui prennent son vélo. Et je ne comprends pas. Cette vidéo, je n'arrivais pas à y croire. J'ai dû demander à certaines personnes si elle était vraiment authentique, et j'ai obtenu des confirmations de différentes sources, médicales et autres. Souvenez-vous de celle où il y a des petites filles dans la voiture, et elle est au téléphone portable en train de parler, d'indiquer à l'ambulance et aux autres comment arriver, tout ça, et le char Merkava est là avec sa mitrailleuse coaxiale. Non seulement ils criblent la voiture et la fillette de balle, mais ils attendent aussi l'ambulance qui arrive, et la tuent également. À quel point est-ce inhumain? Et dis-moi en quoi cela renforce ta capacité à défendre ta propre sécurité. Cela te rend simplement animal, bestial. Non, c'est une insulte aux bêtes. Cela te rend monstrueux. Voici, Larry, ce que Tom Brock a dit à propos des pays autour d'Israël, ainsi que sa suggestion sur la manière de se comporter envers Israël. Notre recommandation est que les pays limitrophes d'Israël doivent parvenir à une résolution frontalière. Israël a été très clair depuis le 7 octobre. Toute menace contre cette frontière, ils n'y prêteront pas attention, qu'il s'agisse de la ligne bleue, de la ligne verte ou de la ligne rouge. Ils veulent une normalisation, ils veulent un traité et un accord frontalier, et ils l'appliqueront de leur propre chef. Le conseil est le suivant. Si vous êtes à la frontière ou à la limite d'Israël et que vous faites partie de ces pays, la première étape, plutôt que de penser à les combattre maintenant, est de vous aligner avec eux. Ouais, qui va faire ça? La Syrie, le Liban, parce que la frontière va jusqu'à Beyrouth et jusqu'à Damas. Les deux sycophantes des États-Unis, la Jordanie et l'Égypte, pourraient y réfléchir un moment, mais je ne pense pas qu'ils s'y tiendraient. Vous savez, nous devons affronter une réalité historique. Nous avons tellement déformé cette histoire qu'il est difficile de la comprendre. Mais la réalité historique, c'est que les Palestiniens sont là, comme l'a dit Donald Trump, depuis des milliers d'années. Vous parlez des Juifs, bien sûr. Les Juifs ont été là aussi, mais plus ou moins comme invités, compagnons ou cohabitants du territoire, non comme ses propriétaires, sauf, comme le prétend Ted Cruz, selon la Genèse. C'est juste, on ne peut pas croire à ces choses avant de les entendre. Et puis, on comprend que cet empire a raconté l'histoire si souvent et si fréquemment qu'il y a des sénateurs de l'État du Texas qui fondent leurs décisions en matière de sécurité nationale sur ce qui est écrit dans la Genèse. Je veux dire, apparemment, nous avons aussi un président de la Chambre qui fait de même. C'est incroyable. Je veux dire, si vous voulez, je ne sais pas. L'un des problèmes que j'ai avec Charlie Kirk, Candace Owens et d'autres, c'est leur christianisme. Vous savez, ce christianisme instrumentalisé, pour moi, est l'un des outils les plus dangereux que l'on puisse manier sur Terre, parce qu'il s'accompagne de tous ces mensonges, de tous ces mythes, de toute cette providence divine. Je pense à Matthew Arnold se tenant devant les statues des Romains et des Grecs, quelque part en Grèce, je crois. Et il regarde ces statues, se disant à lui-même que, dans des années, quelqu'un se tiendra devant les statues de nos dieux et se rendra compte à quel point les gens étaient stupides. Et il y a même, bien sûr, le dieu romain dédié aux dieux qui n'existent pas, au cas où ils en auraient oublié un. Vous savez, les Romains avaient une statue pour le dieu inconnu, au cas où, dans leur panthéon de dieux, ils en auraient manqué un. Alors Arnold se demande, qui va, eh bien dans 100 ans, 200 ans, si nous sommes encore là, qui va se tenir devant la version du roi Jacques de la Bible, ou devant l'Ancien Testament, ou le Talmud? Qui se tiendra devant l'un de ces textes? Ou d'ailleurs, le Coran.
qui va se tenir devant eux et dire « Oh, qui croyait à cela? Sera-ce un Martien, un Vénusien, une personne venue d'une autre galaxie lointaine qui atterrit sur Terre et dit ces gens étaient vraiment étranges. Ils croyaient en toutes sortes de dieux différents, ce qui les a entraînés dans toutes sortes de guerres, à tuer tant de personnes et massacrer tant de bébés et d'autres encore à cause de ces dieux et de ces religions. Quel genre de peuple pouvait-il bien être? Certainement pas comme nous. J'espère qu'ils diront. Peu importe d'où ils viennent dans l'univers. J'espère qu'ils ont dépassé tout cela. Parce que, vous savez, je ne cherche pas à tourner la religion en ridicule, mais bien la version humaine de la religion. Et je devrais dire la version masculine et féminine de la religion, car nous n'avons fait que corrompre toute religion avec laquelle nous avons eu affaire, à chaque époque où nous l'avons pratiquée. Avec la politique, avec l'argent, avec le pouvoir, nous corrompons tout. Et ce qu'Arnold disait, je pense, en substance, c'est que chaque génération le fait, et que chaque génération suivante regarde en arrière et dit quelle stupidité. Mais même nous créons la nôtre. C'était l'époque d'Aldous Huxley, de la science et de John Henry Cardinal Newman. Vous savez, il menait la bataille entre la science et la religion, les scientifiques qui ne croyaient pas en Dieu, et les religieux qui pensaient qu'ils étaient, vous savez, une menace pour la civilisation parce qu'ils ne croyaient pas en Dieu. Eh bien, ne pourrions-nous pas trouver un juste milieu où nous n'utilisons pas la religion pour nous entretuer, et où nous ne disons pas à ceux qui veulent croire en un Dieu, il n'y a pas de Dieu. Je veux dire, ne pourrions-nous pas coexister, en d'autres termes, avec les croyances des uns et des autres? Mais la chose la plus torturante, c'est la personne comme Cruz, celle qui veut utiliser la religion pour priver les autres de leurs droits et même de leur vie. Et c'est ce que l'Empire s'est imposé comme fardeau, utiliser le christianisme, et une forme dénaturée de christianisme d'ailleurs, pour menacer d'autres peuples, pour faire réellement la guerre à d'autres peuples. Regardez l'Ukraine. Regardez l'Ukraine. Il y a aussi une composante religieuse importante en Ukraine, parce que le hiérarque russe n'aime pas le hiérarque ukrainien, et vice-versa. Il y a un nouveau panneau publicitaire, Larry, à Téhéran, en Iran. Un immense panneau. Il montre les victimes des États-Unis. Devine qui figure parmi ces victimes? Voici l'image. Juste au coin, tu vois Zelensky parmi eux. Kadhafi aussi. Oh, je n'avais pas vu ça. Oui, je vois. Ils sont dans la prison de sa coiffe? Oui. Eh bien, tu sais, un de mes amis français a dit qu'ils allaient venir chercher un grand avion ou un bateau, ou peu importe, venir reprendre la Statue de la Liberté. J'ai dit, vous allez la mettre où? Dans le palais de Macron? Il y a Zelensky aujourd'hui. Qui est Zelensky pour l'Ukraine? L'Iran affirme que Zelensky est une victime des États-Unis. Mais après tout, qui est Zelensky pour l'Ukraine? Est-ce que cela importe? Qui est Zelensky? Ou devons-nous comprendre les racines des personnes qui soutiennent Zelensky en Ukraine? Je ne connais pas du tout Zelensky. Je ne l'ai jamais rencontré, jamais parlé avec lui. Je l'ai vu dans différentes vidéos et lors de réunions avec Donald Trump et dans d'autres contextes similaires. Mais je soupçonne que, si l'histoire peut servir de guide, et je connais un peu l'Ukraine, car j'ai dû traiter avec plusieurs personnes un peu comme Zelensky lorsque j'étais au gouvernement, Yulia Tymoshenko me vient à l'esprit, et je pense qu'il est piégé. Mais il a façonné son propre piège. Il a façonné son propre piège. Il y avait une femme qui avait publié une vidéo sur YouTube, il n'y a pas si longtemps, que j'ai trouvé très crédible, expliquant comment il s'était retrouvé piégé et l'accord dans lequel il s'était engagé.
ce qui l'avait rendu presque instantanément multimillionnaire. Je crois qu'il en a tiré environ 40 millions de dollars, qu'il a placé sur l'une des îles, les îles Caïmans, ou un endroit de ce genre. Ils ont trouvé son nom et celui de ses alliés dans les Panama Papers. Et c'est là que beaucoup de choses commencent à sortir maintenant, lentement, mais sûrement, parce qu'un groupe de journalistes s'est formé autour de ces documents et traque sans relâche les noms qui y figurent, en menant des recherches et ainsi de suite. Il faisait partie de ces personnes, et les oligarques qui l'entourent aujourd'hui, du moins certains d'entre eux, l'aidaient à faire cela. Donc je soupçonne qu'il est piégé. Enfin, c'est mon impression. Il est piégé. Il est pris au piège dans le cercle même qu'il a créé, qu'il a contribué à créer, et qu'il a créé en retour. Et il ne peut pas en sortir. C'est pourquoi je dis que l'avenir le plus probable pour lui, c'est la mort. Et je ne parle pas d'une mort naturelle, mais d'une mort prématurée. Il sera probablement, au moment où un accord sera conclu, s'il fait obstacle à cet accord, éliminé. Ce type n'a rien à voir avec la position qu'il occupe en ce moment. Ils l'ont fait venir, tu sais. Tu sais, c'est une façon de le dire. Mais on peut aussi dire qu'il y a probablement eu des moments où il aurait pu s'échapper. Cependant, vu la position dans laquelle il se trouvait, l'argent qu'il gagnait, le pouvoir qu'il exerçait, les personnes qu'il rencontrait, les voyages qu'il faisait, comment passe-t-on de là où il était à se retrouver dans le bureau ovale, à Paris, à Bruxelles, et ainsi de suite? Ça lui est sans doute un peu monté à la tête. Et puis, quand il s'est rendu compte qu'il était piégé, il était déjà trop tard. Aujourd'hui, je parle avec John Helmer. Vous savez, il suit ce qui se passe en Russie. Il l'étudie, il sait ce qui se dit dans les médias russes. Il pense qu'il existe en Russie des factions au sein de l'administration Poutine ou parmi les décideurs qui veulent mettre fin à la guerre en Ukraine le plus vite possible, vous voyez. Aller à fond dans cette direction. Mais Poutine n'est pas vraiment intéressé par cette approche. Il veut autre chose. Pensez-vous qu'avec le temps, alors que Donald Trump joue d'une certaine manière avec Poutine, vous savez, à chaque fois qu'il s'exprime, il dit cessez-le-feu, puis pas de cessez-le-feu, puis on revient au cessez-le-feu, un cessez-le-feu immédiat. Comment voyez-vous la situation en Russie? Poutine va-t-il se rapprocher de cette faction en Russie, qui estime qu'il faut être plus ferme dans la manière d'attaquer l'OTAN ou l'Ukraine? La première chose que je dirais, c'est que je me considère vraiment comme un élève de l'école de pensée sur le conflit qui autrefois opposait les soviétologues et d'autres dans ce pays. S'agit-il d'une dictature pure ou d'une dictature traversée de conflits? Autrement dit, y a-t-il une opposition et où se trouve-t-elle? Qui est-elle et quel effet exerce-t-elle? Je crois qu'il y a toujours du conflit. Plus l'État est grand, plus le conflit est important. Plus l'appareil autour du dirigeant est vaste. Peu importe à quel point il peut ressembler à Mussolini ou à Hitler. Staline pourrait être une exception relative, mais même Staline avait des gens qui voulaient l'éliminer et qui ont souvent essayé. Il était simplement très doué pour les faire disparaître. Donc oui, il y a probablement des personnes qui sont en conflit avec Poutine. Est-ce visible? Est-ce que ça se manifeste lors de réunions ou d'autres occasions? Je soupçonne que oui, parfois. Mais il y a des limites à ce que ces personnes feront ouvertement. Cela signifie que si une pression s'exerce pour adopter une approche plus draconienne dans la conduite de la guerre, elle ne sera probablement pas couronnée de succès. Je pense que Poutine a parfaitement maîtrisé l'appareil qui l'entoure et qu'il dispose d'une protection suffisante au sein de ce système pour que, à moins qu'il n'arrive quelque chose de très grave à la Russie, ces tentatives échouent. Et dans ce cas, Poutine pourrait de toute façon changer d'avis. In that case, Putin might change his mind anyway.
Donc, bien qu'il y ait un conflit, je ne pense pas que ce soit le genre de conflit qui pousserait Poutine à dévier de sa trajectoire actuelle. Et je pense qu'il est sincère quand il dit, et Lavrov le souligne, qu'il n'aime pas les pertes humaines. Il n'aime vraiment pas les pertes humaines. Il ne veut pas subir plus de pertes qu'il n'est absolument nécessaire. Maintenant, il y a un aspect pratique à cela, car il recrute la plupart de ses soldats dans les régions reculées, et il les paie bien. Mais il ne veut pas que les mères, les pères, les frères et les sœurs, vous voyez, deviennent ses ennemis à cause du trop grand nombre de pertes. Voilà donc le côté pratique de la chose. Mais je pense vraiment qu'il a de la compassion pour la Russie. Il a de la compassion pour les enfants de la Russie, ses fils et ses filles. Et il ne veut pas plus de victimes qu'il n'en faut. Trump complique les choses, et cela doit mettre Poutine en colère. Vous savez, la nuit quand il y pense, cela le met en colère, parce que tout cela aurait pu être terminé. Cela aurait pu être fini, et nous aurions pu avoir des pourparlers de paix décents. Et la personne qui aurait été le garant de ces pourparlers, si l'on peut dire, celle qui aurait finalement conduit tout le monde à la prise de décision, aurait été Donald Trump, ce qui est censé être son domaine de compétence. Et pourtant, il a refusé de le faire. Donc oui, je pense que Poutine est probablement très frustré et qu'il se dit souvent que peut-être Donald Trump le fait exprès, pour lui compliquer la vie, rendre les choses plus difficiles, tuer davantage de soldats russes et infliger plus de dégâts à la Russie. Et au bout du compte, il va devoir nous affronter et peut-être affronter aussi l'OTAN. Je ne peux pas imaginer qu'il n'en soit pas venu dans ces moments les plus sombres, à la conclusion qu'un jour nous devrons combattre l'OTAN. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 6 mois. Peut-être qu'un dirigeant après Trump sera plus raisonnable, mais j'en doute, car il ne semble pas que l'Empire soit enclin à produire des Marc Aurèle. On dirait que l'Empire est enclin à se doter de Caligula et de Néron. Et donc, nous avons de vrais problèmes. Je ne voudrais pas être à sa place, en termes de comment gérer ce groupe de gens brisés à Washington, parce qu'ils sont armés jusqu'aux dents d'armes nucléaires, presque autant que moi. Donald Trump pense que nous en avons plus que moi. Donc oui, il subit des pressions, mais je pense qu'il est assez déterminé et qu'il tient les rênes du pouvoir au point d'aller jusqu'au bout, quel qu'il soit. Et cela semble vouloir dire qu'il ira jusqu'au moment où il ne restera absolument plus rien à l'Ukraine pour résister. Je veux dire, cela ressemble à ce que nous ainsi que les Européens essayons d'orchestrer. J'ai entendu quelques échos venant de Bruxelles, un peu de Paris et un peu de Berlin, rien de Londres. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des gens, en uniforme comme en civil, vous savez, des dirigeants civils et militaires, qui disent « il faut que cela cesse, il faut que cela cesse ». C'est bien, c'est très bien. J'espère que cela remontera jusqu'au sommet. Et nous allons avoir de nouveaux dirigeants. Les Pays-Bas ne seront pas les seuls à se débarrasser d'un dirigeant. Nous allons voir des dirigeants renversés dans toute l'Europe. Nous allons avoir une nouvelle direction. J'espère qu'il ne faudra pas autant de temps pour mettre fin à ce massacre en Ukraine. Mais c'est possible. Il faudra peut-être une toute nouvelle génération de dirigeants en Europe, avec une perspective différente, qui diront essentiellement à Trump d'aller se faire voir, qu'ils s'en chargeront eux-mêmes et qu'ils mettront fin à tout cela. Je ne pense pas que Donald Trump s'en offusquerait. Je ne pense pas que cela le dérangerait du tout, car tout cela nous coûte énormément d'argent. Comme il aime le dire, Joe Biden a envoyé là-bas 350 milliards de dollars. Cela nous coûte très cher. Maintenant, cela rapporte de l'argent au Lockheed Martin de ce monde, mais pas à l'Amérique. Et cela ne nous apporte rien de bon, ni à son rendre sa grandeur à l'Amérique.
Pour conclure cette session, Larry, si nous partons du principe que l'Europe, et je parle de l'OTAN, mais sans les États-Unis, si l'OTAN aujourd'hui, sans les États-Unis, décidait de combattre la Russie en Ukraine, qu'est-ce qu'elle devrait encore déployer sur le théâtre de guerre en Ukraine qui pourrait changer la donne? They'd be destroyed before they got off the ground. Ils seraient anéantis avant même de décoller. Je veux dire, il n'y a tout simplement pas autant de puissance militaire dans ces pays. Il n'y en a pas. Ils ont tout réduit, comptant sur l'Empire pour être leur défenseur ultime et en fin de compte leur parapluie nucléaire. Ils ne l'ont tout simplement pas. Et nous en sommes en partie responsables. Les Lockheed Martin, les RTX, anciennement Raytheon, les Boeing, ils en sont en partie responsables, parce que nous avons en quelque sorte affaibli leur complexe militaro-industriel afin qu'ils achètent nos produits, qu'ils soient nos vassaux. Et inverser cette tendance, ils peuvent le faire. Après tout, ils géraient collectivement un PIB équivalent au nôtre. 21-22 billions de dollars par an. Ils pourraient inverser la situation, mais cela prendrait 5 à 7 ans, voire plus longtemps à certains égards, pour y parvenir. Recherche, développement, essais, évaluation, opération, tous ces éléments nécessaires pour être indépendants. Cela prendrait 5 à 7 ans, selon mon estimation. Et nous avons examiné ça de très près en 1990, 1991, 1992, lorsque nous parlions d'une identité de sécurité européenne distincte de l'OTAN et qui finirait par se développer et remplacer l'OTAN. Tout cela est tombé à l'eau avec Bill Clinton. Mais nous avons mené des travaux assez approfondis sur une alternative à l'OTAN, car nous pensions que sans menace, les jours de l'OTAN étaient comptés. Et nous ne considérions pas la Russie comme une menace à cette époque. Merci beaucoup, Larry, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir. On est allé un peu partout, n'est-ce pas? Sauf qu'on n'a pas parlé de Nicolás Maduro. Ce n'est pas notre faute, c'est la faute de Trump. J'ai pris un journal ce matin qui disait quelque chose à propos des États-Unis attaquant le Venezuela dans les 4 prochaines heures. Nom d'un poisson. D'où ça sort, ça? Ça doit être encore un de ces trucs générés par l'IA qu'on trouve sur Internet. Mais pourquoi on fait ça? C'est une grande question pour moi. Pourquoi avons-nous toute cette puissance militaire là-bas? Est-ce qu'on essaye de les intimider? Ils vont attaquer. Ils vont faire quelque chose de similaire à ce qu'ils ont fait en Iran, mais à plus petite échelle, à mon avis. Eh bien, tu as peut-être raison, parce que Trump vient juste de dire que nous ne l'étions pas. Il vient juste de dire que nous ne l'étions pas. C'est donc le moment de s'inquiéter. Il semble se réjouir de ce genre de choses. Il dit « je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire ». Le lendemain, il le fait, tu sais. Je n'ai aucune idée d'où nous allons, Nima. Quand j'ai voté ce matin, je ne regardais que la Virginie. Tu sais, juste le bulletin pour le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, le procureur général et notre représentant ici à Falls Church, plus quelques autres questions d'obligation et autre chose. J'avais devant moi un bulletin plutôt clair. Je le regardais en me disant « Bon sang, on va recommencer dans 3 ans, et cette fois à l'échelle nationale. Où en serons-nous à ce moment-là » Puis, je suis rentré chez moi, et la première chose que j'ai lue, quelqu'un m'avait envoyé un article expliquant comment Trump, Johnson et Thune allaient voler les élections de mi-mandat. Ouais, tu sais, je ne sais pas. Je ne sais pas où nous allons. Vraiment pas. Je ne peux même pas commencer à prédire où nous en serons dans 6 mois. J'ai des gens que je n'aurais jamais imaginé entendre me dire ça. Larry, je veux dire, il y a des gens de mon âge, tu sais, entre 70 et 80 ans, qui me disent « Larry, on va avoir un coup d'État ». Et l'un d'eux a même dit, ce que je trouve très probable,
que Trump ne saura même pas ce qui se passe à cause des gens derrière lui. On va avoir un coup d'État. Et Pete Hegseth, qu'il le sache ou non, travaille dur à façonner une armée qui, du moins en partie, soutiendra ce coup d'État pendant que le reste de l'armée restera là à regarder. Et je peux le croire. Je peux croire que tous ces gens qui disent qu'ils ne participeront pas resteront simplement là à regarder. Parce qu'il ne faut qu'une brigade, tu sais. Je me souviens de Cory Aquino au téléphone. C'était juste une compagnie. Et Brent Scowcroft et Powell discutaient. Et ce n'est qu'une compagnie. Puis quelqu'un a dit, je crois que c'était un officier de bureau. C'est les Philippines. Une compagnie pourrait suffire. Et donc, vous savez, ils avaient raison. Une compagnie de fusiliers entrant au palais de Malacañang, arrêtant le président et plaçant l'un de leurs membres à la tête des Philippines, c'est tout à fait concevable. Nous l'avons donc pris au sérieux, mais cela pourrait arriver ici. Cela pourrait arriver ici. Noriega, c'était pareil. Ce major, je crois que c'était un major, est allé le confronter et comptait le renverser. Je crois même qu'il a sorti une arme, il allait le renverser. Et Noriega a réussi à le dissuader. Et pas de coup d'État. Quoi qu'il en soit, je n'ai aucune idée de la direction que nous prenons. Mais garde-moi une petite place au chaud dans ton cœur au Brésil. Bien sûr. J'ai dit, oh mince, j'ai oublié son nom maintenant. Je ne pensais pas que je l'oublierais un jour. C'était le conseiller en politique étrangère de Lula. C'est ainsi qu'il était présenté la première fois. Marcus quelque chose. Et c'est lui, je crois que je t'en ai parlé, il a tendu la main, on s'est serré la main, et il a dit, vous serrez la main d'un communiste, ça va? Et j'ai répondu, oui bien sûr. Le conseiller en politique étrangère de Lula, lors de sa première année, si je me souviens bien, c'était en 2009 ou quelque part par là. Il me semblait que son prénom était Marcus. Mais il a dit oui. On a continué et on a eu une conversation sur le côté de la table. Il me disait qu'il était marxiste. J'ai dit, je n'ai aucun problème avec les marxistes, sauf s'ils essayent de me tuer. Comment s'appelait-il déjà? J'ai envie de dire quelque chose comme Aurelio. Celso. Celso Amorim. Celso Amorim. Comment écrit-on le nom de famille? Celso. Celso Amorim. C'était peut-être ça, le premier nom là. Amaran? Yeah. Oui, son nom de famille est Amorim. Est-ce qu'il est indiqué qu'il était une sorte de conseiller en politique étrangère? Il a été le conseiller en politique étrangère de Lula pendant le premier mandat, de 2003 à 2006, et le second mandat, de 2007 à 2010. Oui, parce que nous étions à São Paulo en 2008, je crois. Laissez-moi vous montrer sa photo. Voyez si vous le connaissez. Oui, laissez-moi le faire entrer. Le voici. Laisse-moi. Oui, tu dois avoir un équipement assez sophistiqué là-bas. Oui, c'est lui. Him. Yeah. That's him. Yeah. Yeah. I can't forget that. Oui, c'est lui. Je ne peux pas oublier cette barbe. C'est bien lui, oui. Ah mince. Un type vraiment éloquent. Et il s'y connaissait. Il s'y connaissait lui aussi. Voyons voir. And he knew his stuff. He knew his stuff too. Let's see. Oui, il s'appelle, oui, Luis Núñez, oui. Yeah. Diplomat. Diplomate. Laissez-moi juste comment s'appelle un Marathi. What's a Oui. Marathi? Yeah. Oui, je crois qu'il a dit, si je me souviens bien, que je pouvais l'appeler Luis. Ce serait bien ça. Would that be right? Would that Yeah, be Luis. Yeah, you can Oui, tu peux aussi l'appeler Luis. 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 Yeah. He was very he's very Oui, smart. il était très intelligent, comme on peut l'imaginer. Et une fois que nous avons commencé,
Les Cubains, en particulier, l'écoutaient. Je veux dire, il avait un vrai savoir-faire avec les Cubains, ce qui n'était pas toujours le cas avec d'autres interlocuteurs. Par exemple, quand nous étions à Toronto ou à Mexico, les Cubains étaient parfois aussi mal à l'aise avec les tiers qu'avec nous. Et parfois, ils étaient même plus mal à l'aise avec les tiers qu'avec nous. Mais avec les Brésiliens, en particulier avec lui, ils étaient plutôt à l'aise. Je pense que tout le monde l'était. C'était probablement la réunion la plus détendue que nous ayons eue parmi les nombreuses que nous avons eues avec toutes les personnes intéressées. Et nous avions le sentiment qu'à São Paulo, nous avions aussi la bénédiction du président, ce qui a vraiment été un atout pour nous. Et je pense que les Cubains l'ont ressenti aussi. Tu sais, ça me donne envie de pleurer quand j'y pense. Nous l'avons fait. Quand nous étions à la Havane et que Raoul a prononcé son discours, puis Obama le sien, il n'y avait pas un œil sec dans la salle, qu'on soit cubain ou américain. Nous étions tous dehors à regarder un grand écran de télévision. Et tu sais, nous avions tous les larmes aux yeux parce que certains des gars là-bas travaillaient là-dessus depuis 30 ans. Moi, j'y travaillais depuis environ 7 ans à ce moment-là. Et nous pensions avoir gagné. Tu sais que c'était le début. Nous avons vu les avions de Delta commencer à voler. Nous avons vu les transferts d'argent arriver. Nous avons vu les restaurants apparaître, les ateliers de réparation automobile s'ouvrir. Nous avons vu des voitures modernes apparaître dans les rues de la Havane. Nous avons vu tout cela se produire, vous savez. Et puis Donald Trump est arrivé. Ou plutôt, je devrais dire George W. Bush est arrivé, puis Donald Trump. Et la pauvre Cuba, la voilà frappée par un autre ouragan. Je suis censé prendre un café avec l'ambassadeur la semaine prochaine et je suis sûr qu'il va simplement me dire que c'est pire que ce qu'il m'avait dit la dernière fois. Vous savez, nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir. Nous ne le savons pas. C'est rare que les Cubains l'admettent, même à quelqu'un comme moi qui suis allé là-bas tant de fois. Et je pense qu'ils sentent qu'ils peuvent me faire confiance. Mais nous ne savons pas comment nous allons nous en sortir. La seule chose à laquelle je peux penser, c'est qui pourrait rendre tout cela bien meilleur si nous ne faisions pas ce que nous faisons. Mais Donald Trump, il ne va rien faire. C'est le pire ennemi que Cuba ait. C'est le pire ennemi. C'est le secrétaire d'État, Rubio. C'est l'ennemi de l'Amérique latine. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que Rubio avait sur son bureau une liste de contrôle des pays d'Amérique latine qu'il veut faire tomber, littéralement. Passez une bonne journée. Bonne journée, Larry. Prends soin de toi. Au revoir.